C'est vraiment l'effet de volume aussi. Puis nous, on le voit au niveau du financement, quand on reçoit des immeubles pour faire des proformas, des analyses, la valeur économique est tout le temps vraiment supérieure à soit la valeur marchande ou le prix d'achat, peu importe. Les revenus sont vraiment là. C'est vraiment, le cash flow est vraiment présent, puis ça booste vraiment les valeurs économiques. Présentement, ce soir, on va parler de financement, de multilogement qui concerne des petites unités. Fait que tout ce qui est studio, 1,5, maison de chambre aussi, ça va être fort intéressant. Puis on a la chance d'avoir un invité spécial aussi qui est un investisseur immobilier à succès, donc Jean-Charles Goyèche. Et puis, je vais laisser mes collègues Jean-Simon Norton, Julien Parent et puis Roxane Bédard, courtier hypothécaire chez PMN dans la région de Québec, introduire leur invité. Fait que, mesdames, messieurs, je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Premièrement, merci d'être là. Justement, on a choisi le sujet des petites unités ce soir parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment, puis de plus en plus là, avec le marché actuel. On dirait que les gens essaient de trouver des opportunités, puis les petites unités sont trendy, si on peut dire. Donc, on parle pas de petits plex là, pour faire le petit parallèle entre les deux. On parle vraiment d'immeubles qui sont faits de petites unités. Donc, comme Gabrielle l'a mentionné, que ce soit des 1,5, des 2,5, des maisons de chambre, des résidences étudiantes, vraiment là, des unités de petite taille. Puis, on a Jean-Charles ce soir. On est super chanceux de l'avoir avec nous. Jean-Charles qui s'est quand même finalement spécialisé un petit peu dans les petits plex. Là. Si tu veux te présenter, Jean-Charles, nous dire qui t'es vraiment, puis qu'est-ce que tu fais, là, ce serait vraiment génial parce que je pense qu'on en a plusieurs qui sont là pour t'entendre parler ce soir. Merci Roxane de l'invitation, c'est très apprécié. Ben oui, en fait, on s'est spécialisé. En fait, ça va faire pratiquement 2 ans là, qu'on a vraiment focusé nos investissements. Je ne suis pas toute seule, là, je suis le représentant de Rebelle Hôtel ce soir, mais il y a Laurence là, qui est ma partenaire dans ce projet-là. Puis c'est vraiment en duo qu'on mène à terme ces projets-là. Donc, c'est sûr que ce soir, là, si vous m'entendez dire on, là, c'est essentiellement à titre représentatif là, de Laurence et moi. Donc, exactement. On a spécialisé notre expertise dans l'investissement immobilier avec les petites unités pour plusieurs raisons, mais principalement par notre antécédent. Personnellement, moi, j'ai vraiment un gros background en marketing, en commercialisation. Donc, immobilier ou de services. Pour moi, ça a toujours été la commercialisation qui me drivait dans des projets professionnels. Donc, pour moi, c'était inévitable que l'immobilier devait se traiter avec une sauce, une saveur différente. Et il y a le développement immobilier, l'hôtellerie. Il y a plusieurs aspects là, qui peuvent être intéressants dans l'investissement immobilier où on peut mettre à bon escient le marketing. Mais pour moi, je voyais à travers les petites unités quelque chose de vraiment intéressant pour justement aller dans le fond, exprimer ma créativité à travers ce type d'actifs-là. Et Laurence, elle a un background, elle a fait une maîtrise en gestion documentaire. Donc, elle, c'est vraiment en pédagogie, en fait, là, mais de la gestion documentaire. Donc, elle est très, très, très spécialisée dans tout ce qui est organisation de l'information, finalement, de la gestion documentaire. Donc, c'est pour nous d'avoir quelque chose qui était à la fois stimulant et enrichissant. Il fallait que ça comble aussi nos passions, nos backgrounds, nos antécédents, tu sais, notre fameux sac à dos d'expérience qu'on traîne toute notre vie. Ben, nous autres, on voulait le mettre à profit dans notre société d'investissement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers le modèle des cohabitations. Là. Pour nous, là, il y a plein de nomenclatures là, pour ce type d'actifs-là. Il y en a pour les urbanistes, il y en a pour les architectes, il y en a pour les ingénieurs, il y en a pour les juristes, il y en a pour les courtiers hypothécaires, il y en a pour les courtiers immobiliers.
Donc, chacun a son petit wording. Pour nous, c'est vraiment de la cohabitation ou de l'habitation collective. Là. C'est le type d'actifs qu'on focus beaucoup. Mais par la bande, on a aussi dans notre portefeuille beaucoup de petites unités, donc des multilogements là, à petites unités complètement indépendantes qui ne sont finalement plus collectives. C'est pour ça que, bon, all overall, on est assez polyvalent dans nos actifs, mais les chemins nous ont amenés vers ce type d'actifs-là. C'est vraiment pour nous quelque chose de vraiment stimulant, vraiment, vraiment excitant. C'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé la raison du pourquoi qui vous a amené là quand tu nous en as parlé. Puis j'aimerais ça que tu pousses un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir les petites unités? Parce que je pense que c'était vraiment d'avoir beaucoup d'unités qui vous tillaient dès le départ. Là. J'aimerais ça que tu reviennes sur ce que tu nous as dit à ce sujet-là. Le concept de volume? Ouais. Ouais. Grant Cardone, c'est un homme un peu méconnu là, des investisseurs immobiliers, mais c'est un investisseur à succès aux États-Unis. Et je recule peut-être il y a 3 ans. Là, on est en train de faire notre plan d'affaires Rebelle Hôtel. On est un peu intellectuel, nous, dans notre approche. Là, on est moins des optimisateurs constructeurs. Là, notre approche est beaucoup plus théorique, là, a priori. Donc, là, on fait notre plan d'affaires, puis on écoute un podcast ou une vidéo de Grant Cardone qui parle du concept de multiplicateur plutôt que d'addition. Donc, la théorie du pourquoi on doit frapper du volume. Donc, le plus grand nombre de gens possible, le plus grand nombre d'unités. C'est quoi le ratio versus une unité optimale, un siplex bien rempli avec des bons locataires, optimisés, très, très, très serré comme approche versus un volume, puis on le sait, le Grant Cardone s'intéresse à des actifs de 200 unités et plus, là, vraiment des complexes vraiment très volumineux en termes d'unités locatives. Puis, ça a été un élément vraiment déclencheur pour nous. Puis c'est pour ça qu'on a finalement tourné notre focus sur ce type d'actifs-là, entre autres. Ça a été je n'ai pas le mot en français, là, mais un breakthrough. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'on a fait. Ça a été pivot finalement dans notre réflexion. Puis c'est ça, on se parlait d'un exemple concret, mais je le dis souvent, cet exemple-là, on est rendu, nous autres, à environ 200 quelques unités. Là, avec les promesses d'achat acceptées, là, je dirais 300. OK? Mais à 300 unités locatives, si on augmente seulement de 25 $, on le sait, là, un Wi-Fi Plex ou un truc là, très simpliste, là, si on bonifie on augmente nos baux, de 25 $ par mois, fois 300 fois 12, on est près de 100 000 $. Fait qu'un petit ajustement sur un volume va être significatif. C'est pour ça que pour nous, il y avait quelque chose de vraiment game changer en frappant sur des multi-résidentiels, du multifamilial de volume. Puis c'est là où on a eu le coup de foudre pour les petites unités, finalement. C'est vraiment intéressant, Jean-Charles, d'avoir une autre vision qui n'est pas à contre-courant, mais qui est un petit peu différente de ce qu'on a dans le moule standard. J'aimerais savoir s'il y a des gens, je vous invite vraiment à intervenir. Hein, le but, c'est un café, c'est un salon, là, c'est discuter ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appuyer sur l'icône réaction puis lever votre main. On va vous voir tout de suite, puis on va être en mesure de répondre à votre question. Fait que les questions là, peuvent s'adresser autant à nous là, au niveau du financement, autant à Jean-Charles. Gênez-vous pas, le but, c'est vraiment de discuter. Est-ce que jusqu'à maintenant, quelqu'un aurait une interrogation sur ce que Jean-Charles vient de dire, sur c'est quoi les petites unités, sur quelque chose en particulier ou gênez-vous pas? Moi, j'ai une petite question. Moi, j'ai 2 petites questions. Bonjour. Mon nom, c'est Aga. Là. J'ai manqué les 5 premières minutes. Là. Donc, juste pour être sûr, c'est quelle dimension de logement? C'est quoi la taille? Est-ce que c'est des chambres? C'est des 1,5?
Très bonne question. Effectivement, on va le repréciser pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Petites unités, on a beaucoup eu de difficultés à déterminer le nom de la soirée parce que ça ne représente pas quelque chose d'uniforme. D'ailleurs, dans le financement de ce type d'unité-là, c'est beaucoup de cas par cas. Vous allez souvent nous entendre dire ça ce soir. Là, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, petites unités. Si on veut dresser les limites de ce qu'on parle ce soir, on parle surtout de 1,5, admettons, de cohabitation comme Jean-Charles ou encore là, de maison de chambre. OK. Merci. Patrice, t'as levé la main, avais-tu quelque chose? T'es sur mute. Merci. Je trouve ça vraiment intéressant que ce que Jean-Charles parle par rapport au nombre. Je me rappelle toujours quand j'ai commencé ma carrière, il y avait un investisseur immobilier qui m'avait dit qu'il était rendu à quelques centaines d'unités de petits logements. Il dit, Patrice, j'ai encore des 4,5 et des 5,5, mais il dit une chose est certaine, c'est que c'est vraiment plus facile d'augmenter de 15 $ sur un 1,5 que d'augmenter de 25 $ sur un 5,5. En ce moment, je peux avoir 3 1,5 pour un 5,5. Vous voyez, fait que pour lui, là, c'était plus facile d'augmenter 45 $, c'est-à-dire l'équivalent d'un 5,5, sur 3 unités. Fait que c'est pour ça que maintenant, je me dirige vers les petites unités. Premièrement, la demande est là, mais juste au niveau de l'augmentation des loyers. Ça se rejoint ce que tu dis. C'est vraiment l'effet de volume aussi. Puis nous, on le voit au niveau du financement, quand on reçoit des immeubles pour faire des proformas, des analyses, la valeur économique est tout le temps vraiment supérieure à soit la valeur marchande ou le prix d'achat, peu importe. Les revenus sont vraiment là. C'est vraiment, le cash flow est vraiment présent, puis ça booste vraiment les valeurs économiques. Si vous avez. Oui, je pense que Catherine a une question. Vas-y, Catherine. Oui, bonjour. Je ne sais pas, Jean-Charles, toi, dans le fond, présentement, Roxane LC, on a un projet, nous autres, en cours, là, vraiment dans le but de créer de la chambre de l'habitation collective. Puis, j'ai l'impression qu'il y a une... C'est sûr que là, ce n'est pas juste du financement, ce que je veux te poser comme question, Jean-Charles, mais c'est plus au niveau du flou artistique de la ville. Parce que, tu sais, bon, mettons, présentement, on a un 6 qui théoriquement est plus facile à financer. Moi, j'aimerais réduire mon nombre d'adresses pour maximiser mon nombre de chambres. En théorie, on est zoné, mais la ville, on dirait qu'ils ont de la misère à comprendre leur propre zonage. Je ne sais pas comment toi, tu deals avec ça. Tu sais, on pose des questions, jamais ils vont nous mettre par écrit qu'il n'y a pas de trouble. Genre, vous pouvez louer à Aziz par chambre. Non, ils ne comprennent pas. Tu sais, eux autres, c'est de la maison de vieux, on dirait qu'ils veulent. Puis en dehors de ça, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Vas-y. C'était ça ma question. Il y a comme peut-être 3 secrets. Là. Le premier, c'est de faire affaire avec les bons courtiers hypothécaires. Le deuxième, non, mais le financement, je vais le dire, là, c'est sûr, puis je pense qu'on va assurément en parler de long en large dans l'épisode. Fait que je vais passer rapidement pour ça. Mais le struggle numéro 1, l'étranglement dans ce type d'actif-là, c'est l'arbitrage juridique ou urbanistique. Donc là, on peut jouer avec l'usage, le zonage et la vocation. Mm-hmm. Donc, c'est les 3 types de sphères. Puis ça, c'est à l'interne. Là. Nous, on est à 1 ou 2 grosses acquisitions. Là. Garanti qu'à 500 unités, on va avoir un contingent à l'interne. Un juriste à l'interne, ça s'en vient de plus en plus pour nous quelque chose de accaparant en temps. Okay? Chaque cas, là, comme dirait Julien, chaque cas est unique, mais il n'y a pas eu une ville où ça a été simple. Ça, de facto, il faut comprendre, là, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde serait... Plus c'est complexe, plus il y a un problème, plus c'est payant finalement. Là. L'enjeu ici, c'est la réglementation. Ça prend du temps. Les demandes d'accès à l'information, ça commence par les demandes d'accès à l'information. Ça demande d'être en lien avec le décideur, que ce soit le directeur de l'urbanisme, le greffe, des fois, c'est le directeur général. Nous, on a dealé avec les préventionnistes, donc les services incendies. C'est extrêmement long. Et pour moi, il y a tout un contexte. Il faut présenter, les rassurer, leur présenter le projet. Leur expliquer c'est quoi notre persona. Quel sera, c'est à qui tu t'adresses
Quand on parlait là, des étudiants, des travailleurs, des personnes âgées, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on dessert une clientèle ou des citoyens que la ville tente de faire de la rétention, de les conserver? Si oui, ben, ajustons notre marketing, notre mise en marché pour ce type d'actifs-là, pour répondre aux besoins de la ville. Mais je vous le dis, là, c'est la première haie à sauter. Là, disons que c'est une course à la haie, là, un 110 mètres haie. Là. La première haie, c'est la ville. Et la MRC. Et la MRC, parce que à Montréal, c'est assez fermé, là, mais pour travailler, nous, on est surtout dans les marchés secondaires tertiaires même. C'est les MRC là, finalement qui viennent à jouer du coude. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures. On a un actif, nous, là, ça va faire 17 mois qu'on est en négociation avec la MRC. La MRC et la ville se tiraillent. C'est pas compliqué, là. Fait que Catherine, bon espoir, mais c'est normal qu'ils ne comprennent rien. Là. C'est tout à fait normal et c'est dans tes suivis que tu vas faire la différence. C'est les suivis. Jean-Charles, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'on en parlait un peu là, auparavant, puis la préparation, les suivis, comme tu le mentionnes. Toi, là, dans ta mécanique de financement là, de ce que tu fais dans le dossier, premièrement, ta première étape, c'est avec un prêteur privé. Donc, ça, cette étape-là, on en reparlera un petit peu, mais le but d'un prêteur privé, c'est de ne pas rester longtemps avec lui. Autant lui que toi, c'est ça le but, d'être le moins longtemps possible. Et là, si tu ne peux pas sortir de ce prêteur privé-là parce que tu n'as pas fait tes devoirs au niveau de l'urbanisme, du zonage ou encore de la vocation, ou peu importe autre chose qui a été laissée de côté au niveau de la documentation, de la préparation, bien, là, tu tires une balle dans le pied, puis c'est là que ton projet peut devenir un flop assez rapidement. Tu n'as pas tort, en fait, c'est vrai. Par contre, pour ce type d'actif-là, il ne faut pas se leurrer. Le levier du prêteur privé est essentiel. Vous le savez, on le sait, on le vit. Je l'ai vécu pour 80. Jean-Simon réussit un exploit pour un immeuble à Sorel en 2019 pour une acquisition, mais je pense que c'est une anomalie là, fondamentalement. Sinon, c'est très difficile d'acheter ce type d'actif-là vide dans le contexte dans lequel on le fait très souvent. Maintenant, une fois que le prêteur privé est là, la fameuse course pour le sortir doit être nuancée. Parce que la gestion documentaire prend son temps. Course pas course, ton projet ne peut pas dépendre que de ta préparation parce que c'est le type d'actif que tu dois acheter. Je me rappelle Patrice Ménard qui, au début du déclenchement de la COVID, dans un des lives, il disait « Soyez liquide pour déclencher rapidement ». C'était le concept de déclencher rapidement. Puis, nous, ça nous avait vraiment... ça avait été c'est un des conseils les plus pertinents que j'ai jamais mis en pratique au niveau des acquisitions d'actifs parce qu'on déclenche très rapidement. Très rapidement. Dès qu'on a un actif qui nous plaît, promesse d'achat avant la visite, c'est extrêmement rapide le processus d'acquisition parce que c'est le type d'actif que nous, on a des critères d'investissement. Puis, ça, je vous conseille toujours, là, quand on fait ce type d'actif-là, ayez vos critères d'investissement, le nombre d'unités, le type de la géolocalisation, le type de je sais pas, de la mécanique de bâtiment, etc., etc. Là. Faites vos critères d'investissement. Aussitôt qu'on a l'actif qui nous désire, on fait l'acquisition. Maintenant, le coût du financement en prêt privé versus la valeur économique doit être extrêmement intéressante, finalement. Okay? Donc, c'est ce calcul, c'est ce levier-là qui doit être le focus. Et le temps, malheureusement, n'est pas aussi... il fait mal, là, parce que le prêt privé, clairement, fait plus mal qu'un conventionnel ou un SCHL. Là, on ne se cachera pas ça. Là. Mais ça ne doit pas être game changer 1, 2, 6 mois dans un projet de cette envergure-là. Parce que l'arbitrage prend son temps. On ne peut pas faire plus vite que la ville. Des fois, vous le savez, là, les développeurs, je pense à Catherine ou il y a quelques visages ici que je sais qui font du développement neuf ou de la construction neuve. Il y a des délais de rigueur
que les villes imposent, peu importe. Là, un CCU, c'est un CCU, un conseil de ville ou tu sais, des fois, il y a des délais. Là, je faisais une étude dernièrement à Longueuil. Ils sont 6 mois d'avance. J'ai téléphoné pour avoir le zonage. Ils m'ont dit dès qu'on fait une dérogation mineure, c'est minimum 6 mois d'attente. Donc, je fais cet actif-là, je fais une demande de prêt privé dans 6 mois. Pour 6 mois, c'est sûr et certain que je bosse mes délais en prêt. Là. Donc, ça va être du 12, 18, 24 mois. Là. Mais il faut se garder du buffer sur ces actifs-là pour la portion prêteur privé. Ça, c'est sûr. Fait qu'il faut acheter, il faut payer nos actifs 50, 60, 70 % de la valeur marchande. Tristement pour les courtiers immobiliers, mais c'est les vendeurs, pardon, mais c'est comme ça qu'il faut tirer notre épingle du jeu en tant que repreneur, repositionneur, redéveloppeur d'actifs qui sont fancy, spéciaux. On a une question de la part de Jean-François. Je vais t'inviter à t'enlever ton Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, très bien, merci. Okay. J'avais 2 petites questions. La première, nous, on a acheté un sixplex de 2,5, composé de 2,5, en fait, il y a à peu près 1 an de ça, qu'on a financé avec le financement de la Banque Royale, donc un genre de financement qui n'est pas standard, là, qui n'a pas les mêmes critères que c'est vraiment sur la capacité d'emprunt de la personne que ça se finance. Je me demandais, quand va venir le temps d'un refinancement, est-ce que un immeuble qui a des petites unités comme des 2,5 se finance comme un immeuble avec des 3,5, des 4,5 ou c'est beaucoup plus restreint les possibilités de ce côté-là? Voulais-tu y aller, Jean-Simon? Tout dépendant au niveau du financement. Si on parle du financement conventionnel, c'est sûr qu'au niveau, il y a certains prêteurs qu'au niveau des petites unités, certains prêteurs vont y aller seulement à 65 %. Il y en a d'autres qui vont passer leur tour et il y en a d'autres qui vont regarder le dossier global, que ce soit le secteur, le dossier là, du complet de l'emprunteur et de l'immeuble. Si on parle du dossier au niveau du financement SCHL, à ce moment-là, la mécanique de financement est la même titre qu'un immeuble qui serait composé de 3,5 ou 4,5. On va établir une valeur économique, l'évaluateur agréé va établir, lui, une valeur marchande. Puis par la suite, on soumet notre dossier à la SCHL, puis le financement va toujours être basé sur la plus basse valeur des deux. Donc, c'est sûr qu'au niveau, il va certains paramètres avoir pris en compte, que ce soit au niveau du TGA, du coût par porte. C'est sûr qu'il peut être plus petit qu'un exemple, un immeuble composé de 5,5. Mais normalement, dans l'évaluation de valeur marchande, normalement, la valeur va refléter aussi le fait que ça soit des 2,5. Puis chaque dossier, selon le secteur, sera analysé avec nos comparables à l'interne, puis aussi avec les comparables que l'évaluateur aura pris dans son rapport. Fait que c'est important d'avoir un très bon évaluateur qui va aller chercher des très bons comparables pour qu'on soit capable de débattre de notre montant de financement demandé, puis aller chercher le montant qu'on veut aller chercher à la SCHL. À ce moment-là, on est capable d'aller chercher un 85 % de ratio pré-valeur en fonction de la moyenne des deux, de la valeur marchande puis de la valeur économique. Fait que ça devient intéressant, même si c'est des petites unités. Je rajouterais par contre que l'élément essentiel, c'est d'avoir des baux annuels. Donc, si c'est un 2,5 et qu'il y a des baux pour une raison X mensuelle, là, ça vient un peu compliquer le dossier. Puis ce qu'on vient de dire ne s'applique pas nécessairement. Les baux annuels s'appliquent dans pas mal tout le type de financement qu'on parle ce soir, que ce soit 1,5, 2,5, studio, chambre. Lorsqu'on n'a pas des baux annuels, ça complique le dossier extrêmement. Puis, on en travaille un présentement, Julien, là, au niveau c'est des 4,5 avec des baux mensuels et certains baux annuels. Puis, on a beaucoup de misère à trouver des prêteurs qui sont intéressés à ça parce qu'au niveau des prêteurs, que ce soit conventionnel ou via SCHL, tout ce qui est baux mensuel égale une non-stabilité des revenus. Donc, il y a beaucoup de risques pour eux dans le dossier. Fait que c'est pour ça que souvent, on n'a pas beaucoup de preneurs pour des revenus mensuels là, ou court terme, si on veut. Catherine, à toi la parole. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas si tu vas allumer ton micro. Catherine, tu es obligée de recommencer. C'est correct, vous allez me voir au naturel. Ça fait 2 fois que je vois que vous voulez que j'ouvre ma caméra, je vais le faire. Ceci étant dit, mise en situation, justement, j'ai mon 6. Là, je peux utiliser le flou artistique de la ville puis me dire, je fais des plus gros, je transforme ça en gros triplex, je loue à la chambre, puis
prends le risque de me chicaner, mais l'usage est là, le zonage est là. Il fait ou je me dis, OK, je prends mon temps, je me bats, puis je me fais une adresse, puis je monte ça à 26, 27 chambres. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, Jean-Charles. Puis, de l'autre côté, au niveau du financement, moi, si je commence à prendre mon 6 puis à le transformer en 3 ou en une adresse, ma compréhension, c'est tant que j'ai des baux, vous autres, vous allez aller avec nous autres tant qu'on a des baux annuels, peu importe le nombre d'adresses derrière ça. C'était mes 2 questions. C'est combien d'unités que tu pourrais le transformer en maximum? Bien, c'est sûr que là, on ne l'a pas analysé beaucoup. On est là-dedans en ce moment avec l'architecte, mais mettons qu'on pourrait facilement aller chercher un 25 à 26 chambres. Présentement, on serait topé à 20 avec 3 adresses. À 20, moi j'ai juste le goût de te répondre avec une calculatrice là, sur ça. 20 unités à, on va le mettre 600 $ fois 12, on est à 144 000 de revenus annuels. Là. C'est fou. Hein? C'est ça. Mais en même temps, la ville, il faudrait que j'aille probablement dans un processus un petit peu plus poussé. Eux autres qui autorisent 16. Toi, tu irais all-in, présente-les. On raconte la belle histoire de notre beau projet communautaire, social, extraordinaire, bien placé. Mais tu sais, Catherine, il y a des choses là, qu'on ne parle pas encore, puis on en parlait cet après-midi, là, mais c'est toute qu'une game de gestion et d'opération, là. Et puis ça, oui. Tu sais, ça, là, 25 clients. Tu sais, on parle de revenus, là, tantôt, là, je m'excuse, on est en famille, on est tous des investisseurs ou presque, là, on parle de revenus, mais c'est des clients. Oui. C'est des besoins. Clairement. C'est des demandes. C'est des gens qui donnent des milliers de dollars annuellement pour bénéficier de ce que tu leur offres, finalement. D'un service, oui, définitivement. Donc, tu as une responsabilité qui est la même qu'une personne qui te loue pour un 5,5. Des plus, même, je pense. Là. De t'offres bien plus de services avec des heures communes puis une gestion des amis. Là. Je pense que c'est pire. Là. Ouais. Tu sais, on pourrait, je pense qu'on pourrait faire un épisode là, au complet sur les opérations là, de petites unités. Puis de toute façon, ce soir, je pense que le but, c'est de se focusser sur le financement. Donc, on va couper ce cours. Mais je veux juste qu'on... on a du staff à l'interne. Là. Mon labor cost est spectaculaire. Là. On a beaucoup d'employés. Là. On a des femmes de ménage, des manutentionnaires. On s'entend, là, on ne vit pas dans un monde de licorne, là, personne ici. Là, c'est de l'humain. Là, mais mon point, c'était de dire, est-ce que je m'en vais à la ville, puis j'étire ça, puis en même temps, je me flague en tabarnouche. Là, comme si jamais ils disent non, ben, mon immeuble il est stoppé à 16. Fait que c'était un peu ma question. Tu le vois comment? Toi, tu me dis sors ta calculatrice 4, puis ça répond à ta question. Hey, mais non, mais ben là, tu sais, ça, c'est un peu aujourd'hui, c'est le volume. En tout cas, moi, je prône le volume, je prône les revenus, je prône le. Mais je veux juste que ça s'attache à quelque chose. Puis, ben, toi, tu as ta business. Bon, ta business, c'est à toi de faire l'introspection, de savoir est-ce que j'ai un concierge qui va s'occuper de 20 personnes. Là, il y a un break, il y a comme un calcul là, à faire. Là. Un concierge peut gérer combien d'unités approx, là, ton gestionnaire de location. Ou, c'est par rapport à ta business. Parce que tu passes de 6 à 20, 25. À 25. Donc, c'est 25. C'est ça. Il y a comme toute une question de volume. Là. Sauf que si tu as une personne. C'est pour ça que j'ai des partenaires parce que je n'ai pas cette capacité. On a chacun nos bouts. C'est pour ça que c'est moi qui est ici pour eux. J'ai des partenaires qui ne font que ça, de la gestion de l'humain, puis qui sont très bons là-dedans. Fait que c'est correct là, à ce niveau-là. Là, mais c'est de la compréhension aujourd'hui un peu les chiffres de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais oui, c'est de l'humain. Puis comme n'importe quoi, même quand je fais des condos, c'est des humains au départ là, qui sont là, puis à la fin aussi. Là, puis pendant. C'est comme si c'est beaucoup d'humains. Sauf que les murs sont plus proches d'eux. Là. Définitivement. Merci, Catherine, pour ta question. Très pertinent. J'aimerais passer la parole à Alain qui a la main levée. Vas-y, Alain, on t'écoute. Oui, Jean-François a répondu.
à la question, mais est-ce que avant le financement, il y a l'acquisition? Est-ce que dans le marché, tu vas acheter un immeuble et tu vas convertir des logements, exemple, en chambres, ou tu vas créer de toutes pièces toutes ces chambres-là ou ces lofts-là ou ces 1,5, 2,5? Parce que quand je regarde le marché, moi, je suis dans la région de Québec. Donc, quand je regarde l'ensemble des immeubles, parce que moi, je regarde les 6 puis les 8, j'ai déjà un 6, j'ai un triplex, et j'en vois très peu des 1,5 puis des 2,5. Puis on dirait, parce que j'ai l'expérience depuis 10 ans du multilogement, je ne suis comme pas attiré par les chambreurs, par les lofts. Donc, oui, c'est vrai qu'on est dans un 5 à 7 interactif, mais c'est comme s'il me manque un peu d'informations pour comprendre le processus. On jump aux questions de financement parce que c'est tout du cas par cas, c'est correct comme ça, mais je ne veux pas m'éloigner de cette opportunité-là, mais il manque de l'information pour bien comprendre le système. Là, je vois que c'est rigoureux, je vois qu'on a des bâtons dans les roues avec les villes, avec les MRC. Il n'y a pas juste du moins beau, là. Il y a sûrement du très beau là-dedans, il y a du volume à faire, il y a les augmentations. Mais moi, en ce moment, je ne pourrais pas prendre une décision d'acheter un 6 logements qui sont tous des 1,5 parce que je n'ai pas assez d'informations. Si par contre, je vois un 6 logements qui est tout du 5,5, si c'est rentable, je m'assois dans le cruncher, je regarde l'optimisation, puis je go. Mais avec les chambres, les lofts, 1,5, 2,5, j'ai comme la pédale sur le frein parce que je n'ai pas assez d'infos. Si vous me permettez, premièrement, c'est une bonne question parce qu'en effet, il y a des marchés qui sont propices au 1,5, 2,5 et des marchés qui le sont moins. Et ce qui en fait aussi très exceptionnel de la part de Jean-Charles, c'est qu'il développe un marché de petites unités dans un marché qui est vraiment à très grande majorité des grands logements. Ce qui crée aussi un défi supplémentaire dans le financement parce qu'on n'a pas de comparable dans les secteurs où que Jean-Charles est. Carrément créer un marché, c'est ce qu'il a fait. Donc, la meilleure option pour toi, ce serait vraiment de t'asseoir avec un courtier immobilier, PMML bien sûr, si tu désires, mais de regarder un peu c'est quoi qui se fait comme marché. Fait que c'est dans la région de Québec, traditionnellement, ça va être où est-ce que les transports en commun sont très développés, c'est là que les petites unités vont se développer. Donc, tu vas aller dans Limoilou, tu vas aller vraiment dans le centre de la ville et là, tu vas en avoir plus. Et donc, ça, c'est un facteur important, mais de t'asseoir avec un courtier immobilier, mais je pense que le restant de la discussion avec nos spécialistes hypothécaires ce soir vont quand même t'emporter beaucoup pour un coup que tu vas retrouver ton immeuble. OK, merci. Merci Alain pour ta question. J'aimerais repasser la parole à Aga, qui a une autre question. Vas-y. Oui, bonjour. Donc, deux questions en fait. La première question, en ce qui concerne le refinancement. Vous avez dit là, ou ce que j'ai compris, ce qui est important, c'est le bail annuel. Si moi, là, par exemple, j'ai un immeuble de 14 logements, puis il y a 2 logements que j'ai divisés en 2. Donc, physiquement, là, maintenant, j'ai 16 logements, mais pour la ville, c'est toujours 14. Quand on fait un financement là, ou un refinancement, est-ce que vous tenez compte le 16 ou le 14? Donc, ça va être ma première question. Puis la deuxième, c'est si je vais avec l'option de la ACHL, qui est jusqu'à 85 j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou non, l'argent qu'ils donnent pour un refinancement, il faut absolument l'investir dans un autre immeuble. Est-ce que ça, c'est toujours vrai ou non? Veux-tu y aller, Jean-Simon? Oui. En fait, au niveau de ta deuxième question, effectivement, au niveau de la SCHL, ils ont mis des nouvelles règles au niveau du retrait d'équité. Donc, le retrait d'équité doit rester dans l'immobilier. Donc, soit l'investissement pour l'achat d'un 2 logements et plus, pour la rénovation d'un autre immeuble de 2 logements et plus, pour la construction d'immeubles neufs et pour la rénovation de l'immeuble sujet lequel on soumet. Donc, c'est les 4 critères qu'on doit respecter. Selon les prêteurs, il y a différents justificatifs, que ce soit chez le notaire ou d'autres, ça sera au renouvellement. Ça pourrait être un autre sujet aussi qu'on pourra élaborer un petit peu plus loin. Et pour répondre à ta première question, au niveau de la SCHL, lorsqu'on soumettra le dossier, effectivement, on peut tenir compte des 16 logements. Le problème, ce qu'on va avoir par la suite, c'est si jamais tu n'as pas l'autorisation ou l'immeuble, finalement, les 2 logements sont illégaux, bien, à ce moment-là, lorsqu'on va avoir au prêteur, lui nous demandera la preuve comme de quoi que le 2 logements supplémentaires est accepté. Parce que sinon, lorsqu'on va arriver au prêteur et au notaire, on va avoir un problème.
Fait que, au niveau de la SCHL, ce ne sera pas un problème. Fait que, si on a 2 logements supplémentaires, la première étape, c'est d'avoir l'autorisation de la ville, s'assurer que c'est conforme avec eux. Puis par la suite, on peut entamer le dossier puis finir les démarches au niveau de la ville avant d'aller au prêteur ou tout simplement avant de notarier. Ça répond à ta question? Merci. Oui, merci. Parfait, excellent. On a plusieurs questions. On va continuer. J'aime ça comme ça. C'est le fun quand c'est interactif. On va continuer avec Danny, qui était le prochain sur la liste. Vas-y, Danny. Yes, merci. J'aimerais savoir qu'est-ce que la SCHL n'aime pas, à quoi il faut faire attention par rapport à la SCHL ou avec les petites unités. Exemple, il me semble que j'avais déjà entendu une histoire avec, ça venait avec des petits électros, des petits poêles, des petits frigos pas larges, puis il me semble que la SCHL, elle ne tripait pas là-dessus, puis à cause de ça, ben là, elle venait couper le ratio pré-valeur, puis elle ne voulait pas aller à 85 %. Fait que moi, dans ma tête, puis corrigez-moi si je me trompe, mais j'étais un peu comme, j'ai oublié son nom tantôt, le monsieur là, qui a posé la question, tu sais, j'étais un peu, tu sais, je vais voir un 6 logements, puis je vais me dire, ça, c'est une valeur sûre, terrain connu, puis je vais voir maison de chambre ou un bloc avec juste des 1,5, 2,5. Puis dans ma tête, il y a plein de points d'interrogation, puis au-delà de la calculatrice, puis au-delà de la rentabilité, puis au-delà que, oui, ce qui est plus rentable demande plus d'énergie, plus de temps, habituellement, là, tant mieux si ce n'est pas le cas. En tout cas, mais grosso modo, qu'est-ce que la SCHL n'aime pas de ces petites unités-là? Puis, si vous êtes capable de nous enlever les points d'interrogation qu'on a, qui font en sorte que, qu'on se dit, bah, pas sûr, tu sais. Bien, en même temps, est-ce qu'on les enlève complètement, ces points d'interrogation-là? Parce que Jean-Charles, son point est excessivement valide dans le sens que c'est pas un walk in the park. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles à prévoir. Autant pour nous au niveau du financement, c'est pas, il n'y a pas de ligne commune. Je sais que c'est plate quand on dit ça, mais il n'y a pas de ligne directrice. Donc, c'est tout le temps, il y a tout le temps une plus grosse valeur d'inconnu, une plus grosse portion d'incertitude quand on fait un financement comme ça, avec la SCHL aussi. Parce que si on prend le téléphone et on les appelle, ils vont nous dire ça dépend du dossier. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui non. C'est un ensemble de facteurs qui vont aller selon le secteur, selon le type de clientèle, selon une multitude de facteurs. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Puis oui, on peut en démystifier quelques-uns, mais il va en rester. On ne pourra pas les enlever complètement. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Puis c'est ça qui fait aussi que c'est moins populaire. Parce que, bon, il y a une partie d'incertitude puis qu'on ne peut pas répondre clairement. Maintenant, pour ce qui est de tes électros que tu mentionnais, quand on parle de 1,5 ou de studio, il faut qu'il y ait une cuisinette. Donc, par définition, c'est un petit four, là, fait que c'est un petit électro. Donc, c'est pas. Nous, on a fait un dossier SCHL, une maison de chambre, 85 % du prix payé récemment. Puis, les chambres avaient chacun une petite cuisinette et il y avait chacun une salle de bain. Il y avait une salle de bain sur chaque étage, autrement dit. Donc, ça, c'est 2 critères que la SCHL va rechercher. C'est important qu'il y ait des services qui soient offerts là, dans une certaine mesure. Il faut qu'il y ait accès à avoir une cuisinette et une salle de bain sur chaque étage. Ce seraient les critères que je te dirais qu'on doit rechercher le plus possible. Donc, les baux annuels, d'avoir accès à une cuisinette pour toutes les chambres et puis avoir une salle de bain sur chaque étage. Est-ce que ça répond à ta question, Dani? Avais-tu des précisions que tu voulais apporter? Ben, oui, c'est super, merci beaucoup. Puis peut-être juste, mettons, comme le monsieur disait tantôt, là, acheter le 6 puis après ça le convertir ou tout de suite le convertir, mais tu ne peux pas le convertir, il n'est pas encore à toi, mais ou acheter, ou dans le fond, juste une maison de chambre. Il me semble, le mot maison de chambre, ça sonne pas dans ma tête 85 % CHL, mais corrigez-moi si je me trompe, mais. Ça sonne 80 % conventionnel dans ta tête? Oui, puis peut-être 75, puis peut-être 80, 70. on vient d'en faire un 80. Ça dépend vraiment du dossier, honnêtement. Ça dépend aussi. Ça sonne comme les prêteurs conventionnels. Ils ont beaucoup c'est typique là, pour les prêteurs conventionnels qu'une maison de chambre. Ben, auparavant, ça avait beaucoup de va-et-vient, peu de stabilité de revenus, souvent pas de baux. Fait qu'on dirait au niveau des prêteurs conventionnels, ils ont un petit peu encore cette mentalité-là, sauf en ayant un dossier bien préparé, avec des baux annuels, en montrant une stabilité de revenus, une solidité au niveau des emprunteurs. On est capable de faire quand même des dossiers de maison de chambre au niveau conventionnel. On l'a fait dernièrement avec une maison de chambre, elle avait 25 unités à Québec, bien située.
avec des baux annuels. C'est sûr qu'au niveau, là, la présentation, lorsque notre client nous a amené l'immeuble, on n'avait pas de baux annuel. Donc, on lui a dit, si on va avoir une chance de financer conventionnel, il faut que tu négocies avec le vendeur ou avec les courtiers dans la transaction pour aller chercher des baux. Parce que souvent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de baux annuel que les personnes ne sont pas là depuis longtemps. Souvent, les personnes sont là depuis 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, mais la vieille mentalité de propriétaire ou la vieille méthode de procéder au niveau des maisons de chambre fait qu'il n'y a pas de baux. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas de baux, peu importe vers quel financement on va aller, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à financer. C'est pour ça aussi qu'il y a une préparation à faire lorsqu'on fait l'achat de ce type de propriété-là, si on veut. Dans tous les cas, on peut s'y prendre d'avance, hein, justement, de communiquer avec ça un courtier immobilier pour une transaction ou un courtier hypothécaire pour vraiment se guider parce qu'il y a toujours un petit travail à faire en amont aussi. Quand on est prêt à savoir qu'est-ce qu'on va avoir besoin au niveau de la documentation, ça va tout faciliter le processus. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter aussi d'avance. Merci. Merci beaucoup. Étienne, tu as la main levée à ton tour. Oui, donc c'est un peu dans le même style que le prédécesseur. Donc, au niveau refinancement, je suis en ce moment en train d'acheter un immeuble là, qui possède 2 appartements et 5 chambres. Donc, c'est directement très bien localisé à Québec. Présentement, la caisse me dit, bon, j'ai regardé avec la caisse, mais elle me dit ça va être obligé de faire affaire avec un conventionnel, donc 20 de mise de fonds. Après ça, j'essaie de me trouver dans le futur. Je sais que j'ai besoin d'améliorer un peu les chambres et de monter les revenus, mais en termes de refinancement, si je suis encore pris avec le 20 à mettre dedans, je ne serai pas si gagnant que ça parce que toutes les rénovations, il va falloir que je les paie moi-même. Mais comment est-ce on peut quand même refinancer SCHL une fois les rénovations faites? C'était un peu ça ma question. Une fois que je vais avoir optimisé mes revenus, là, ça va être peut-être à trouver des comparables dans le marché et de voir un peu la valeur économique, la juste valeur marchande à quoi qu'elle se situe là, pour trouver de refinancement. Là. Je voulais voir si c'est-tu la SCHL commerciale qui me permettrait de faire ça avec 85 de ratio prêt-valeur. Rappelle-moi, c'est combien d'unités, Étienne? Ça fait 7 en tout, donc c'est 2 appartements, 5 chambres. Donc, la base est là, c'est 5 unités et plus pour un refinancement SCHL. Le principe de base, c'est 85 de la valeur marchande ou de la valeur économique, le plus bas des deux. Donc, toi, tu disais que tu avais des chambres et des logements, autrement dit? Oui, c'est cela. Donc, c'est un zonage qui permet seulement 3 appartements à Québec, mais vu que c'est un droit acquis par le propriétaire qui était là depuis le début, qui a eu toujours des chambres, donc il y a 2 appartements, 5 chambres. Donc, je trouvais que c'était intéressant de l'acheter parce que la valeur était intéressante par rapport aux revenus, bien sûr. Mais c'est de savoir comment je vais m'en sortir une fois que je vais avoir amélioré toutes les chambres. Donc, c'est difficile de répondre précisément là, à brûle pour point comme ça, en sachant autant peu d'informations que ça. Je t'invite à nous contacter. Ça va me faire plaisir de regarder plus en profondeur. À prime abord, 7 logements avec des baux annuels, ça répond tout à la SCHL. Maintenant, est-ce que ton dossier a des particularités que je ne connais pas qui font en sorte que ça ne serait pas possible? Ça sera à nous de voir avec toi si c'est possible, mais ça me fait plaisir de regarder ça avec toi. Et donc, vous me conseillez de l'acheter en conventionnel first, puis après ça, de faire un refinancement une fois les optimisations faites, sûrement? Bien, c'est sûr que tu as des optimisations à faire dans la court terme. C'est la formule qui est priorisée. Parce que si tu l'achètes SCHL avec un certificat de 5 ans fixe, non, c'est sûr. Tu as une prime d'assurance qui va venir un peu crippler ton équité. Julien, il faudrait voir. Julien, il faudrait voir parce que selon ma compréhension, c'est un 3 unités au niveau de la ville, en fait. Puis il y a des chambres qui sont un droit acquis. Bien, sur le zonage, c'est 3 unités dans ce quartier-là, mais la ville accepte présentement un 5 chambres locatives et 2 appartements. C'est écrit ça sur le Okay. C'est sûr qu'au niveau de la SCHL, je ne m'avancerai pas sans connaître tout le dossier, là, parce que c'est quand même particulier comme configuration d'immeuble. C'est sûr que si tu vas avoir peut-être plus de détails, peut-être communiquer avec nous, on prendra un petit peu plus de détails afin de faire les bonnes validations, parce que ce n'est pas une topographie d'immeuble qu'on voit souvent. Donc, je prendrai le temps de valider comme il faut avant de te dire est-ce qu'on y va SCHL en refinancement, est-ce que c'est permis. Au moins, on connaîtra nos options. Si jamais le refinancement SCHL n'est pas permis pour ce type d'immeuble-là ou n'est pas accepté, bien, au moins, on aura peut-être une solution, un plan B, un refinancement conventionnel par la suite à 80 selon ta valeur économique. On pourra valider les différentes options qui s'offrent à toi. Comme ça, ben, en l'achetant, tu auras les solutions tout de suite après ton optimisation qui sont possibles là, pour ton dossier. Super. Je vais prendre contact avec toi de bord. Super. Merci, Étienne, pour la question. Très appréciée. Kevin aussi, ça fait un petit bout là, que la main est levée. Vas-y, on t'écoute. Salut. Dans le fond, ma question était plus au fait au niveau du calcul de rentabilité de tes immeubles. Vu qu'au fait, c'est des
c'est des chambres, c'est pas vraiment des 5,5, des 4,5. Comment tu fais tes calculs? Est-ce que tu utilises le Cruncher toujours ou tu te fais un autre Excel pour faire tes calculs là-bas? Dans le fond, si je comprends bien la question, c'est comment est-ce qu'on calcule? Si on fait toujours le calcul, oui. En fait, oui, là, il y a un cruncher immobilier. Nous, on se l'est mis un peu à notre main parce que notre type d'actif il est un petit peu alternatif, il est un peu différent, mais c'est exactement le même que une chambre, une unité. Là, ça représente une unité locative. Là, donc, avec les mêmes dépenses, les mêmes normalisations SCHL au niveau des postes de dépenses. Il n'y a pas de. Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de. Oui. Dans le fond, tu le traites comme si c'était un immeuble fait à revenu comme les autres. Absolument. Absolument. C'est. Nous, bon, il y a des petites différences parce que là, on commence à avoir un peu d'immobilier aussi de type hôtellerie. Là. Pour nous, ça rentre quand même dans les actifs de petites unités. Donc, on a quand même presque 3 immeubles qui sont vraiment des hôtels proprement dit, là, du locatif court terme. Donc, ça, le cruncher est quand même différent. L'approche est différente. Le financement est différent, puis on n'en parlera vraiment pas aujourd'hui. Mais règle générale, c'est le même cruncher là, que tous les courtiers hypothécaires peuvent vous présenter. Là. Jean-Simon, il y en a un excellent qui pourrait, je pense, si vous lui demandez en privé, là, il va pouvoir vous en refiler un. Là. Merci. J'aimerais continuer. Excusez-moi, là, Charles, Aga et Gilles, on va revenir, ça ne sera pas bien long. Je voulais continuer avec Jean-Charles une petite seconde. Tantôt, on parlait de privé là, quand tu faisais ton acquisition. Oui, il y a une chose qui était importante pour moi qu'on discute ce soir, c'était qu'il y avait le privé, il y avait aussi le conventionnel SCHL, mais il y a un autre type de prêteur aussi qui peut être utile pour ce type d'unité-là, prêteur alternatif. Là. Souvent, on se fait poser la question, bon, il me faut un privé, il faut que j'achète. Ça ne veut pas nécessairement que ça prend une stratégie de sortie, puis ça ne veut pas nécessairement qu'il y a d'autres options aussi, que ce soit conventionnel qu'on est capable de faire ou dans une autre mesure, un prêteur alternatif. Jean-Charles, on utilise cette stratégie-là avec toi. J'aimerais que tu dises un petit peu la mécanique là, de ta stratégie pour prendre un immeuble, le mettre à ta main, puis ensuite le refinancer. On parle en timeline ou financièrement? Le mécanique, vas-y comme oui, en timeline, effectivement. En timeline. Bien, c'est sûr que nous, l'approche acquisition, tu sais, je pense qu'on en parle trop peu, là, donc je vais prendre l'occasion pour en parler parce que personnellement, c'est un des conseils que j'ai jamais reçu et que j'aurais aimé recevoir dans mes débuts. Tu sais, d'être bien épaulé dans sa stratégie d'acquisition, c'est la clé. Là. Les bons courtiers immobiliers et d'avoir nous-mêmes développé la stratégie d'acquisition pour que, entre le moment où, comme j'expliquais un peu tantôt, là, comment rapidement on peut déclencher, entre le moment où on a l'immeuble tant attendu qui nous est soit présenté ou qu'on reçoit l'appel d'une prospection XY ou peu importe, mais du moment où on a l'intention de faire l'acquisition d'un immeuble, la PA, lever des conditions et le notaire, ce processus-là doit être extrêmement bien ficelé. Et c'est ça, c'est là où moi, je trouve que c'est là où on sépare les amateurs des pros. Tu sais. On a souvent eu cette analogie-là, mais c'est dans cette période-là qu'on va être en mesure de trouver les champions, les gagnants. Cette période-là, bien, il faut monter un petit plan d'affaires, il faut présenter un prêteur privé, il faut s'assurer que notre processus de courtage est bien guiré, là, si je peux dire, là, que les notaires, les évaluateurs agréés, les inspecteurs, la phase, tout se passe extrêmement rigoureusement. Donc, notre processus de suivi est bien guiré, notre courtier est en place, puis qu'en même temps, on a un prêteur ou dans notre cas, on a un prêteur, là, Crédit Transit pour ne pas le nommer. Je crois que Régina chez PMML peut vous mettre en contact. Elle est très douée avec plusieurs prêteurs privés. Donc, d'avoir un courtier en prêt privé, c'est encore mieux. Là, c'est la crème. D'avoir une
une machine bien huilée, ça va vous rendre très compétitif. Ça va vous rendre crédible. En tout cas, c'est extrêmement précieux pour tous les intervenants qui tournent autour de vous pour vous amener à terme dans cette transaction-là. Pour closer le deal, c'est la première étape. Puis le Dream Team, merci Sana, le Dream Team, c'est extrêmement important. Il faut en prendre soin, il faut le développer, il faut le cultiver. Là, tu sais, c'est pas simple. Mais ce Dream Team-là va faire la différence entre un champion et un rêveur. C'est cette période-là qui est la plus cruciale. Vous trouvez le projet, l'amener à terme, puis ça se fait en 45 jours souvent. Tu sais, c'est des délais de fou, là, c'est 30 jours. 45 jours, 60 jours, dépendamment des types d'actifs. C'est important d'avoir cette machine-là bien huilée. Ceci étant dit, maintenant, le premier processus, maintenant qu'on est propriétaire. Puis là, je voulais fermer cette parenthèse-là, mais c'est une question d'examen, comme dirait mon ami JF. C'est important, ça. Cette machine-là, d'avoir le Dream Team là, qui vous supporte, là, surtout pour ce type d'actif-là qui est atypique, c'est important d'avoir une Dream Team. Merci, Sana. C'est vraiment un bon... c'est ça que c'est, finalement. D'avoir l'équipe qui vous épaule du moment qu'on est propriétaire. Et là, c'est la vraie partie qui commence. T'sais, on pense qu'on a tout... on pense qu'on est... on vient de finir notre sprint, puis là, c'est là que le marathon commence. Fait que là, le marathon, ben, ça le dit, hein? C'est un marathon, donc on s'attend à faire de la gestion d'énergie pour se rendre à terme. Donc, il faut comprendre qu'il y a une flux de trésorerie qui n'est pas là habituellement le jour 1. T'sais, souvent, il faut faire un repositionnement ou un redéveloppement. Donc, du moment qu'on applique la stratégie, il faut... excusez, j'ai oublié le prêteur. Du moment qu'on a présenté à notre prêteur privé la stratégie, il faut l'appliquer. Mais le prêteur, là, il va jouer un rôle dans ça qui est donner les ailes au projet. Okay? Parce que tout dépendant de vos termes et conditions sur votre prêt, ça va faire la différence entre vous avez une pression où vous êtes créatif, vous êtes en mesure d'amener votre projet à terme sans avoir la pression indue. Okay? Donc, du moment que votre prêteur a bien saisi votre projet, que votre projet il est bien ficelé, que votre plan il est à terme, que votre vision est claire, la première chose qui est à faire, c'est de s'asseoir avec la municipalité puis de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir notre certificat de conformité. Donc, comment est-ce que je peux être... en fait, là, Laurence, où es-tu? C'est le droit d'opérer. J'ai oublié le terme exact. Là. Je ne pense pas que c'est certificat de conformité, mais peut-être c'est ça. En tout cas, j'ai oublié le terme, mais il faut être sûr qu'on peut opérer l'actif qu'on a avec la réglementation, qui est conforme à la réglementation. Et ça, c'est la première course. Permis d'exploitation, merci. Donc, c'est le permis d'exploitation. Et ça prend un permis d'exploitation, pour être en mesure d'amener ce projet à terme. Et c'est là où la course, tantôt, quand on avait Catherine Deschambault qui nous parlait de la complexité avec la ville, bien, c'est là le premier défi, là, le premier vrai défi, c'est la municipalité. Mais ça, c'est un des premiers, c'est un des premiers départements à se concentrer, mais il y en a d'autres en simultané. Là. On va avoir l'optimisation du bâtiment, donc le rendre de manière physique appropriée à la clientèle qu'on veut desservir. Dans certains de mes actifs, je desserre des sportifs. Ben, je m'adapte à des sportifs. Dans un cas d'espèce, peut-être qu'on va pouvoir parler avec l'équipe, avec Jean-Simon, on a fait un beau refinancement SCHL sur un actif où principalement nos clientèles est étudiante. Ben, notre type d'aménagement, l'ergonomie, etc., est conçu pour répondre aux besoins des étudiants, des salles d'études, des salles de repos, tout l'aménagement, la logistique Internet, les racks à vélo. Toute cette logistique-là doit se faire en simultané.
Là, on je le suis prépare. désolée, Jean-Charles, je vais être obligée de t'arrêter là. On va prendre une dernière question parce que le temps nous presse. Charles Foucault, est-ce que tu voudrais nous poser ta question? Vite fait, on va essayer de répondre. Puis sinon, les autres, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, on va être en mesure de vraiment là, faire le tour de la question avec vous et répondre à toutes vos questions. Notre but n'étant pas de laisser des personnes dans l'interrogation ce soir, mais plutôt d'arriver à boucler la boucle, de vous avoir donné le plus d'informations possible, puis d'être en mesure de par après tout se reparler tout ensemble. Charles, je te laisse la parole. Oui, c'est ça. J'ai fait un offre sur une maison de chance cet été à Trois-Rivières. J'ai parlé à un courtier hypothécaire. Il m'a dit, écoute, il dit d'un banque traditionnelle, il dit principalement Desjardins que tu pourras faire affaire. Fait que j'ai emmené ça chez Desjardins, mais eux m'ont demandé 50 de mise de fonds. Donc, j'ai essayé à ce moment-là de trouver des partenaires qui auraient pu être intéressés à ce projet-là. Mais là, tantôt, vous avez parlé de prêteurs alternatifs. Ce que vous pouvez me dire à peu près, parce que les prêteurs traditionnels, les prêteurs privés, ça me fait peur un peu, la 13-15 %. Mais là, vous avez prêté d'un prêteur alternatif, ça pourrait être dans les quels chiffres à peu près? J'aimerais démystifier quelque chose en partant, Charles. Merci beaucoup pour la question. On en parlait cet après-midi dans notre conversation avec Jean-Charles. C'est sûr que les coûts d'un prêteur privé peuvent sembler astronomiques, mais demandez à Jean-Charles, demandez-lui si ça lui coûte cher de lever un projet. Il va vous répondre non, ça ne coûte pas cher, ça coûte vraiment cher. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer avec la vision qu'on a parce que les prêteurs alternatifs, ils ont des taux d'intérêt moins élevés qu'un prêteur privé, on s'entend, la moitié moins probablement. C'est encore là, c'est du cas par cas, mais on peut dire, mettons, aujourd'hui de moyenne entre 4 et 6, disons. Ils ont des frais de dossier également, de la même manière qu'un prêteur privé va l'avoir. Fait que c'est pas vrai que c'est pas cher, c'est moins cher. C'est plus institutionnalisé, donc ils vont être moins souples dans leur possibilité de financement, mais plus souples qu'un prêteur conventionnel. C'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Julien, aussi plus sélectif au niveau des secteurs. Souvent, les prêteurs alternatifs, ils vont très peu en région. Souvent, c'est les marchés primaires et les secondaires très près des primaires. Puis au niveau des facilités de financement, c'est selon le dossier parce que pour un prêteur alternatif, on peut voir du 70 à 85 %. Puis aussi, ils peuvent faire des rénovations. Donc, on peut avoir un financement de 70 à 85 % pour l'acquisition et le même pourcentage de financement pour les travaux. Donc, ça, c'est sûr que chaque projet doit être regardé par le prêteur, mais c'est une possibilité. C'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de temps d'élaborer sur ce sujet-là, mais c'était juste juste pour vous donner un petit N là, au niveau le crédit possible avec eux ou le montant de financement qui est possible là, avec les certaines conditions. Mais chaque dossier, comme on dit, là, est toujours un petit peu là, différent, puis on doit le regarder avec le prêteur en tant que tel. Jean-Simon, je prendrais juste une petite seconde pour répondre à ça parce que c'est tout le temps le tabou du prêteur privé. J'ai juste envie de dire, c'est pas important le taux du prêt privé. Ce qui est important, c'est le taux du refinancement. C'est ça qu'il faut garder dans le focus. C'est pas l'acquisition, combien que ça nous coûte, c'est combien ça va rapporter une fois optimisé. C'est sur cet objectif et sur cette destination-là qu'on devrait avoir notre focus au final. Parce qu'il n'y en a pas de deal au prêt privé. Là. Puis un prêt privé, des fois, ça va à 100, 110, 120 % du prix payé. Un alternatif peut aller jusqu'à 80-85 % d'un prix payé. On a un beau dossier justement avec Jean-Simon qui est dans le pipeline. Il y a des flexibilités, mais ça vient avec une gestion de risque pour eux. Je le respecte. C'est comme ça qu'on est capable de faire équipe à terme. Donc, je veux juste casser un peu le tabou parce que le prêt privé, là, c'est au don odieux. Là. C'est la bougie d'allumage d'un projet de petite unité. Wow! Si on avait un mot de la fin à choisir, ça serait celui-là. Jean-Charles, merci infiniment d'avoir été avec nous. Tu es inspirant. J'apprends à te connaître à travers les projets qu'on fait avec toi. Puis c'est une personne super inspirante. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Sincèrement, désolé pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Sachez que si vous voulez rester un petit peu, on peut discuter avec vous ou on est disponible évidemment en tout temps pour répondre à vos questions. Que vous ayez un dossier en cours ou pas, que ce soit juste une demande d'information, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions.
Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce Café PML. Vous êtes nombreux ce soir, ça me fait plaisir de voir ça. Vous avez interagi beaucoup de questions, on est super content. Donc, merci infiniment. On vous dit à bientôt et puis au plaisir. Ouais. Puis merci Julien, merci Jean-Charles aussi. Honnêtement, là, Jean-Charles, là, je pense que ça a amené énormément de valeur ce soir à tout le monde. Fait que merci, un gros merci au nom de toute l'équipe PML pour ta générosité. Honnêtement, là, c'est apprécié. Puis merci aussi à tous les participants, là, vos questions, l'interaction. Je pense que tout le monde a apprécié. C'est vraiment ça le Café PML aussi. Fait que si vous avez apprécié le contenu, là, suivez-nous sur pml.tv aussi. Il y a plein d'entrevues avec des professionnels, des investisseurs à succès, aussi des interventions par rapport aux dernières données de marché, aussi de nos collègues courtiers immobiliers. Donc, nous, c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN de partager de la valeur. Fait que, c'est gratuit les événements qu'on fait à chaque mardi. Donc, si vous voulez redonner à PMML, n'hésitez pas à communiquer avec Jean-Simon, Roxane, Julien, directement, que ce soit pour un projet d'acquisition de financement de vos immeubles. Ils sont présents partout au Québec aussi. Puis, sur ça, je vous encourage de nous suivre pml.tv. Puis, un gros merci. On se voit mardi prochain. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci.